dans la catégorie milieu innovateur, alors nous avons un panel cet après-midi animé par Romain Cunha, qui a bien voulu nous assister dans notre agenda de la semaine. Un panel qui, avec ses invités que je lui laisserai le soin de présenter, le soutien à l'innovation au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors précisément ici, l'expérience régionale, spécialisation ou diversification. Alors, la question vient du fait que, d'abord, l'innovation est reconnue comme un facteur de développement important depuis une cinquantaine d'années. Et puis, on a regardé différents cas, la Silicon Valley, que vous avez vu hier avec madame, et puis on a regardé d'autres cas, et deux modélisations classiques, deux modélisations principales ont ressorti de des observations. Il y avait un modèle plus sectoriel, où les territoires se spécialisent dans soit l'électronique comme la Silicon Valley, les numériques, ou l'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou d'autres secteurs d'activité. Et généralement, ces modèles-là, la spécialisation, cause un progrès généralement assez rapide, une croissance assez rapide. Et l'autre modélisation qui est ressortie, c'est la modélisation, je dirais, classique, la modélisation communautaire, territoriale, globale, où le milieu cherche à se diversifier et à innover dans la diversification de l'économie. Ce modèle-là, en général, fonctionne bien, mais il est le progrès plus lent, mais plus stable sur une longue période. Alors, au Québec, nous, on a utilisé beaucoup l'approche territoriale dans les années 60, 70, 80, avec la planification régionale, la planification à l'échelle des MRC, la planification des villes aussi. On a sollicité les différents secteurs d'activité des localités ou des régions, y compris le culturel, l'administratif, le social, etc., mais les secteurs économiques. Et à partir de 1992, on a utilisé l'approche par les grappes industrielles, qui est inspirée de l'école d'Harvard, de Michael Porter, lequel notre ministre de l'époque, M. Tremblay, avait été faire ses études à Harvard et est revenu avec ça. Et au Québec, on a utilisé beaucoup l'approche par les secteurs, par la spécialisation sectorielle, qu'on a appelé différents libellés, mais notamment les créneaux d'excellence. Et puis, on a travaillé beaucoup là-dessus. Et pas seulement nous, mais plusieurs pays. Et actuellement, on voit un certain nombre de gens, un certain nombre de spécialistes qui remettent en valeur, remettent en place, remettent en question ou remettent de l'avant, je devrais dire, l'approche territoriale. Parce que l'approche territoriale n'est pas intéressante, mais parce que l'approche territoriale a aussi ses vertus. Alors, c'est pour ça qu'on a organisé le séminaire, le panel autour de ces deux thèmes-là, ce qui ne nous empêchera pas de traiter d'autres thèmes. Pendant ce mouvement-là, où on a sollicité l'innovation, où l'État québécois a soutenu l'innovation au cours des 50 dernières années, on a misé sur différents facteurs, notamment le financement du risque au départ, financement, on a mis en place des fonds d'initiative, puis même des fonds de capitaux de risque qui ont explosé, notamment au début des années 80, au cours des années 80. On a misé aussi sur la culture entrepreneuriale, on a misé beaucoup sur la formation professionnelle. Nos gouvernements ont mis en place beaucoup de programmes de formation professionnelle. La planification des affaires aussi, depuis 15 ou 20 ans, on incite beaucoup les gens d'affaires, quand ils veulent innover, d'avoir un plan d'affaires. Les banquiers l'obligent, les fonds de financement, mais aussi ils sont aidés par différents organismes de soutien, notamment les SADC, les CLD, ici dans le contexte québécois. Et au cours des 10 dernières années, on a sollicité beaucoup les entreprises et les acteurs pour soutenir l'innovation. On les a mobilisés beaucoup autour de la recherche et développement. Faire de la veille, faire de la vigie, mais aussi faire de la recherche et développement à l'interne ou se brancher avec des organismes qui font de la recherche et développement à l'externe, notamment les CCTT, les cégeps, notamment les centres de transfert technologique des universités ou d'autres centres privés ou publics qui font de la recherche et développement. Alors, c'est pas mal la dernière mesure qu'on a vue, là, importante, faire de la recherche et développement. Alors, nos panélistes de cet après-midi, par l'entremise des questions que va leur offrir Romain Cunha, bien, vont discuter autour de ces enjeux et probablement bien d'autres. Alors, voilà. Est-ce que le micro... OK. Bonjour à tous et bonjour à vous, chers panélistes. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Il y a un lien qui vous unit, en fait. Le pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes des bâtisseurs de milieux innovateurs. Vous êtes des créateurs de valeur et vous, vos organisations ou vos projets sont créateurs de richesses sur le plan économique, sur le plan social ou voire même sur le plan culturel pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce qui explique en fait la raison pour laquelle on vous a invité. Également, vous avez une certaine diversité et complémentarité parce que vous rejoignez différents milieux. Puis ça, on va avoir l'occasion de l'aborder dans ma prochaine question parce que j'aimerais tout d'abord, pour le bénéfice de l'audience, que vous puissiez vous présenter un petit peu, expliquer brièvement ce que fait votre organisation et peut-être mentionner un ou deux projets qui ont marqué en fait le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vais commencer avec Nadine Arbour. Alors bonjour, ça fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Moi, je suis en fait une directrice d'un groupe de recherche au collégial. Alors pour ceux ici là, qui sont moins familiers avec le système québécois en éducation, à l'enseignement supérieur, il y a deux niveaux. Alors il y a les collèges, donc les cégeps et les collèges, et les universités. Donc les cégeps, en fait, il y en a partout, sur tous les territoires au niveau du Québec. Les cégeps, il y en a 48 publics et près d'une 20 ou 25, là, dépendamment de la nomenclature, de cégeps privés au Québec. Nous, on forme finalement un cycle d'enseignement qui est particulier. Donc, ce qui est unique au monde, c'est la formation préuniversitaire, qui est en fait une formation après l'ordre secondaire vers l'ordre universitaire. Les étudiants peuvent faire un passage de 2 ans dans un programme qu'on appelle préuniversitaire, donc un programme préparatoire à l'université. À ça, s'ajoute aussi une formation technique possible. Alors, nos étudiants vont acquérir en fait une professionnalisation qui, au bout de 3 années, vont leur permettre soit de poursuivre à l'université ou d'être finalement une fonction qu'on appelle au Québec la fonction de technicien. Donc, les collèges et les cégeps sont, selon moi, il y a 50 ans, l'innovation socio-économique la plus importante qu'on a mis en place au Québec. Pourquoi? Parce que les cégeps et les collèges permettent aux étudiants de régions, de toutes les régions du Québec, d'avoir accès à l'enseignement supérieur. Alors, ce niveau et cette accessibilité-là à la connaissance, au déploiement, représentent bien finalement, d'abord, le premier pilier là, du développement économique ou du développement de l'innovation dans une région. Je dirais que souvent, les collèges, ils vont être vus, je l'explique souvent comme ça, on voit un cégep comme un couteau à beurre. C'est-à-dire, il va donner de la formation. C'est son seul vecteur. Par contre, dans la plupart des régions, je dirais dans la majorité des régions, les collèges et les cégeps sont davantage des couteaux suisses. Ils ont énormément d'outils qui permettent un paquet de développement et d'innovation. D'abord, l'entrepreneuriat. Dans nos collèges, on soutient l'entrepreneuriat de nos étudiants, et ce, sous plusieurs formes. Malheureusement, probablement pas suffisamment en économie sociale, mais ça viendra. À ça s'ajoute le secteur innovation-recherche. Alors, tous les collèges du Québec, ou pratiquement tous les collèges du Québec, ont maintenant des centres d'expertise en lien avec un château fort d'expertise du collège. Alors, moi, je suis la directrice d'un groupe de recherche qui s'appelle ECOB, Étude des conditions de vie et des besoins de la population. Ce groupe est existant, en fait, d'abord depuis 1982. Il a été fondé par 2 enseignants qui avaient le goût de faire de la recherche en sciences sociales pour mieux documenter certaines problématiques en éducation et certaines problématiques en santé. Ce groupe-là, en fait, est devenu un groupe formel en 2009 où on a obtenu une reconnaissance de l'enseignement supérieur et aussi de 2 ministères. L'enseignement supérieur d'une part, et aussi on est reconnu par le ministère de l'Économie, Sciences et Innovation. Donc, ces 2 ministères-là sont finalement nos principaux bailleurs de fonds qui permettent de soutenir l'émergence de certains travaux. À ça s'ajoutent évidemment des fonds de recherche et des fonds d'activité là, qui permettent au groupe de fonctionner. Alors, ECOB, ça représente une masse critique de chercheurs en région de plus d'une 12aine de personnes. À ça s'ajoute au moins la formation à tous les cycles, autant au niveau collégial qu'à l'université, même des postdocs, d'au moins par année, tout près d'une 12aine d'étudiants. Et à ça s'ajoute évidemment un lien très fort avec notre cégep d'appartenance, le cégep de Jonquière, où là, on va tenter par diverses façons
de renforcer les capacités d'apprentissage de nos étudiants, de formation et même jusqu'à, par exemple, je dirais, le renforcement des nouveautés par nos résultats où on va tenter de nourrir finalement divers programmes de formation. Donc, ça explique un peu ce qu'est ECOB et ce dans quoi il travaille. Des centres comme le nôtre, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a 49 au Québec et on est sous une forme de regroupement. Alors, ce regroupement-là, c'est le réseau Transtech. Alors, c'est un réseau qui regroupe l'ensemble des centres de transfert, soit de technologie ou soit de pratique sociale. Alors, dans notre cas, on est dans ceux du pratique sociale. À ça s'ajoute, finalement, ECOB, il fait partie aussi d'un réseau encore plus grand. Tout à l'heure, M. Proulx expliquait qu'il y a maintenant au Québec ce qu'on appelle un réseau qui s'appelle Québec Innove. Alors, Québec Innove, c'est un grand chapeau qui tente de regrouper, pour améliorer les capacités d'innovation et de renforcement de nos organisations, un grand vecteur qui comprend les CCTT, Centres collégiaux de transfert, dont ECOB, et les collèges. À ça, les universités. À ça s'ajoutent les centres de valorisation et de transfert de commercialisation et les centres d'intermédiation, dont le TIES, entre autres, où on a entendu parler ce matin. Alors, cette capacité-là, donc dans le fond, ce grand regroupement-là, de l'ensemble des entités de recherche et de transfert et de valorisation et de liaison, devrait éventuellement amener le Québec un peu plus loin en matière d'innovation. En fait, c'est le but. Plus proche de nous, on est aussi, au cœur d'une préoccupation importante, l'innovation au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où justement les organisations comme la mienne, il y en a 4 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, il y a le centre de production automatisée, le centre Agrinova, qui est en agriculture, du cégep d'Alma, et à ça s'ajoute un dernier centre au cégep de Chicoutimi, qui est en géomatique, qui s'appelle le Centre de géomatique du Québec. Alors, ces 4 centres-là se sont associés ensemble pour tenter de maintenir une initiative régionale qui s'appelle Innovation 02. Innovation 02, on veut développer avec cette initiative notre capacité de recherche, de transfert et d'innovation, ainsi que d'entrepreneuriat, en lien avec l'ensemble de nos sphères d'activité. Quelles sont-ils? Autant des sphères technologiques que des sphères de pratique sociale. Donc, en gros, ça fait un peu le tour de ce que ECOB, en termes de réseau, va travailler. Et évidemment, dans notre propre champ de recherche disciplinaire, on appartient tous là, à des réseaux de recherche ou à des réseaux d'instances là, qui nous permettent de faire un certain rayonnement. Alors, ECOB est là depuis 2009 comme centre de transfert et on espère sera encore là pendant très longtemps. Merci, Nadir. Olivier Bergeron-Martel. Oui, moi je suis chargé de projet à la Boîte Rouge Vif, qui est un organisme culturel autochtone qui est basé ici à Chicoutimi. On a des liens avec l'Université du Québec à Chicoutimi depuis notre début, en fait, mais déménagé sur le campus de l'UQAC au pavillon de la culture des premiers peuples ici depuis l'automne dernier, en fait, dans la foulée de nos 25 ans d'existence. Organisme culturel autochtone. Puisque notre conseil d'administration est à majorité autochtone, notre directrice générale l'est aussi, et notre mandat est tourné vers l'autochtonie, c'est-à-dire de contribuer à la mise en valeur et à la transmission des patrimoines culturels autochtones. On a développé au fil des ans une expertise en démarche collaborative, c'est-à-dire que la Boîte Rouge Vif, dans ses premières années, était presque exclusivement en recherche. Recherche en collaboration avec les communautés autochtones, de méthodologie de collaboration. C'est-à-dire, des projets de transmission culturelle, ça peut prendre différentes formes. N'importe quel moyen qui est bon pour transmettre la culture. Ça peut être une exposition dans un musée, ça peut être un film, ça peut être des livres, des sites Internet, même des programmes pédagogiques, des programmations d'activités même. C'est très large, des fois plus tangible, des fois moins. Donc, c'est ce qu'on appelle produit de transmission culturelle, par exemple une exposition. Comment faire en sorte qu'on puisse permettre la participation des porteurs de culture dans cette exposition-là? Souvent, il y a des firmes spécialisées qui s'y sont consacrées au développement d'expositions, par exemple. Des gens qui avaient des formations en design ou en architecture, notamment. C'est souvent des contrats qui ont été donnés. Par exemple, un musée va donner un contrat à une firme pour développer une exposition. Il va y avoir des liens avec des travaux de chercheurs, par exemple, des universitaires de disciplines X, anthropologie, histoire, ethnologie, vont faire de la recherche, vont pondre un compte-rendu, une analyse, un regard, et c'est ce qui va se ramasser dans l'exposition.
mis en forme par un design qui est propre à la firme en question. Mais comment on peut faire les choses différemment? Comment les porteurs de la culture peuvent déterminer ce qui sera dit à propos d'eux-mêmes dans l'exposition, peuvent avoir leur mot à dire aussi dans le langage visuel qui va être utilisé pour exprimer ces thématiques-là. C'est un peu ce renversement de modus operandi, je dirais, que la boîte rouge vif s'est consacrée dans la recherche. Donc, les méthodologies ont vraiment été développées à l'intérieur de projets, en collaboration avec les communautés qui avaient leur propre manière de faire, qui est davantage dans des dynamiques de consensus, de collaboration communautaire, qui vient avec un rythme aussi. Bon, toutes ces manières de faire-là ont influencé finalement le développement des méthodologies. Donc, on parle déjà là d'une innovation à travers le temps. Et puis après 25 ans, bien, cette expertise-là est arrivée à des fruits. On a publié d'ailleurs le petit guide de la grande concertation, création et transmission culturelle par et avec les communautés. Ça se veut un guide qui est très pratique, vulgarisé, encore là une forme de transfert finalement de connaissances aux collectivités, pour que quiconque dans une communauté ait l'initiative ou soit impliqué dans un projet de transmission culturelle, mais ait des outils, des étapes de travail, des principes, des exercices, des méthodes pour augmenter le niveau de collaboration avec les différentes parties prenantes, les porteurs de culture en premier lieu. Donc, cette expertise-là est de plus en plus reconnue, de plus en plus sollicitée, ce qui fait que la boîte rouge vif a maintenant un grand volet de services, où on réalise encore là des projets en collaboration avec les communautés autochtones, mais avec d'autres types, je dirais, de clients. Si je peux donner un exemple, d'ailleurs, ça a été un peu encouragé, mais récemment, la boîte rouge vif, entre 2010 et 2013, a été partenaire du Musée de la civilisation de Québec, qui faisait le renouvellement de son exposition sur les Premières Nations et les Inuits, voulait cette fois-ci faire ce processus-là justement en collaboration avec les communautés. Donc la boîte rouge vif devenait une courroie de transmission, devenait un lien entre l'institution et les communautés pour permettre cette participation de au moins une communauté par nation au Québec. Il y en a 11 nations autochtones au Québec, 10 Premières Nations et les Inuits. En tout, c'est près de 800 personnes, finalement, d'une manière ou d'une autre, qui ont pris part au projet, à différentes étapes du projet, que ce soit la définition des contenus, à leur mise en forme, la fabrication d'objets, le montage de capsules vidéo. Donc, ça pourrait aller dans le détail, mais différents aspects qui sont imbriqués dans la réalisation d'une exposition. Mais notre rôle, notre objectif était de le faire en collaboration avec les porteurs de culture. Même parfois en donnant de la formation, par exemple pour la rédaction de textes d'exposition, par exemple. Travailler avec des gens qui ont peut-être l'habilité avec la plume, mais comment utiliser cette qualité-là, mais dans un contexte d'exposition. On fait un peu d'accompagnement. Et puis donc, pour en revenir à cette grande exposition-là, la production a duré 3 ans. L'exposition a ouvert à l'automne 2013. Et puis, c'est valu d'ailleurs le prix du gouverneur général du Canada sur le volet Histoire vivante, justement pour la méthode, le processus qui avait été mis en place pour la réalisation de cette exposition-là. D'ailleurs, les représentants des nations en ont dit que ça créait un peu un précédent, puis que désormais, les choses pourraient plus être faites comme avant, pourraient plus avoir d'exposition sur les Autochtones en parlant d'eux justement et en ne les impliquant pas, ne les consultant pas. C'est un peu un exemple donc de l'univers dans lequel la boîte rouge vif évolue. Un exemple clé dans ce cas-là, je disais un musée d'État. Mais il peut avoir le même processus mis en place, mais une commande, par exemple, d'une communauté qui a une maison de la culture, qui veut mettre une exposition dans ce lieu-là, mais qui a d'autres visées, par exemple. Elle veut que l'exposition puisse servir d'outil de transmission pour leurs jeunes à l'intérieur de la communauté. Veulent qu'il y ait un sentiment d'appartenance qui se développe autour de la maison de la culture pour faciliter encore là la transmission intergénérationnelle, que les gens aillent l'occuper comme leur maison, justement. Mais c'est tout le processus aussi collaboratif qui va avoir ça comme retombée. La création d'un sentiment d'appartenance, une mobilisation des gens des communautés autour de leurs produits de transmission culturelle, finalement. Donc, ça dresse le portrait un peu de ce qu'on fait et de notre histoire. Merci beaucoup. Et merci de l'invitation. Monsieur Julien Gendron. Oui, bonjour. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui. Bon, je suis issu et j'œuvre dans le milieu industriel. Je pense que je suis un des seuls qui est de ce secteur spécifique. Personnellement, j'ai passé une trentaine d'années à travailler chez Rio Tinto Alcan, qui est une multinationale du côté aluminium, dans un secteur spécialisé, un secteur sectoriel.
Les 10 dernières années étaient principalement consacrées justement à l'innovation, au développement d'entreprises dans une quinzaine de pays où on développait des activités de transformation de l'aluminium. Actuellement, je suis directeur du développement à la Société de la Vallée de l'Aluminium, qui est un organisme public sans but lucratif, qui a été formé ici il y a environ 11 ans, qui a comme mission principale de stimuler toutes les activités en aval de la transformation de l'aluminium. Une des particularités de la région ici, c'est qu'il y a une base de production d'aluminium primaire qui est assez importante au niveau mondial. Il y avait, jusqu'à il y a à peu près une vingtaine d'années, très peu d'activités qui utilisaient ce matériau-là pour le transformer dans des produits à valeur ajoutée. Donc, il y a un travail qui a été fait par différents organismes depuis une vingtaine d'années pour développer ce secteur-là. Du côté de la Société de la Vallée de l'Aluminium, c'est que notre mandat, on agit au niveau international, on est en communication avec beaucoup d'organismes. Notre mandat, c'est vraiment de stimuler toutes ces activités-là de 3 façons, par l'implantation de nouvelles activités, démarrage d'activités de transformation de l'aluminium, puis aussi en soutenant les entreprises qui sont déjà en place pour que celles-ci puissent prendre de la croissance. C'est un organisme qui est parrainé par Rio Tinto Alcan en partie. Donc, c'est important d'avoir une forme de parrainage pour nous permettre là, de progresser, parce que c'est un secteur qui est quand même assez spécialisé. On est centré sur des projets d'affaires. Donc, il y a beaucoup d'organismes dans la région qui investissent beaucoup de travail en amont pour préparer le terrain. Entre autres, au niveau des universités, il y a des formations spécifiques à plusieurs niveaux. Il y a certains programmes qui touchent le domaine de l'aluminium dans à tous les niveaux, à partir du secondaire aller jusqu'au doctorat. Je pense qu'il y a même des activités spécifiques qui touchent ça. Il y a des organismes, on a des centres de recherche, on a beaucoup de groupes qui travaillent en amont, des regroupements d'entreprises. Sauf que le vrai retour sur investissement de tout ce travail-là, c'est lorsqu'on réussit à amener des nouvelles activités économiques qui créent de la valeur, ce qui est le mandat principal là, de notre organisme, là, qui est de travailler sur une base d'affaires, sur une base de projet, puis de travailler en collaboration avec tous ces organismes-là pour faire atterrir des nouvelles activités économiques. On héberge également aussi au niveau de la Société de la Vallée de l'Aluminium le créneau d'excellence en transformation de l'aluminium. Donc, c'est à peu près le travail qu'on fait. On a beaucoup de projets qui tournent. On travaille dans les différents secteurs, autant au niveau automobile, au niveau ferroviaire, aéronautique. Donc, on est en contact avec les centres de recherche un petit peu partout dans le monde là-dessus. On travaille avec les grands joueurs. C'est un domaine qui est vaste, mais qui en même temps est très limité au niveau mondial. Il y a un petit groupe d'entreprises là, qui, au niveau global, qui tourne autour de cette activité-là, qui est assez spécialisée. Donc, c'est important d'être en bonne communication là, avec tous ces groupes-là pour faire avancer des projets. Donc, notre travail au quotidien, je pourrais en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, on a toute une méthodologie qu'on a mis en place pour faire avancer les choses puis pour se démarquer. Parce que dans le secteur où on est, c'est un secteur qui est très compétitif. La place est occupée, donc si on veut aller développer des nouvelles activités, il faut soit déplacer quelqu'un qui est existant ou arriver avec des choses nouvelles. Donc, il y a 2 façons d'innover. Puis l'innovation, pour nous, ce que ça représente, c'est la porte d'entrée, c'est la façon d'avoir une barrière à l'entrée pour une nouvelle activité économique. Parce que si on n'a pas quelque chose qui nous différencie, on ne peut pas s'en aller dans un secteur. Le monde est global aujourd'hui, on ne peut pas s'en aller dans un secteur puis pouvoir y rester longtemps. Donc, avec l'innovation, de 2 manières, on travaille soit sur des nouvelles idées, des nouvelles applications. L'aluminium est un matériau qui est relativement jeune si on compare à l'acier à d'autres matériaux. Il y a encore beaucoup de possibilités d'utilisation, de développement. Donc, on travaille au niveau des produits. On essaie de trouver des produits qui puissent, avec des façons de faire qui puissent nous être propres. L'autre façon, c'est de travailler sur les procédés puis sur les façons de faire, pour trouver des façons de faire qui sont plus efficaces, plus performantes, qui réduisent les coûts. Là, on peut aller déplacer des activités existantes un petit peu ailleurs dans le monde. Donc, c'est un travail qui se fait depuis plusieurs années, puis qui porte ses fruits à long terme. Il faut penser en termes moyen-long terme.
Donc, depuis une quinzaine d'années, il y a à peu près ici dans la région, je dirais, le dernier décompte, on a, avec les plus et les moins, parce qu'on a des pertes également au niveau économique, on a à peu près 1500 nouveaux emplois là, qui reposent dans une centaine de PME qui reposent sur ces initiatives-là. Ça fait à peu près le tour là, de notre organisme. Merci, M. Gendron. M. Louis Vautier. Oui, alors bonjour tout le monde. Moi, c'est Louis. Moi, mon travail, je vais vous parler de deux choses. Là. Commençons par la première. Moi, je viens du milieu de la danse depuis mon tout jeune âge. Et présentement, je travaille au sein de l'organisme Diffusion Saguenay. Diffusion Saguenay qui est le diffuseur reconnu par le ministère de la Culture et des Communications ici dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme ça existe dans chacune des régions, il y a ce qu'on appelle un diffuseur reconnu par le ministère. Et le rôle d'un diffuseur, eh bien, le mot le dit bien, c'est la présentation de spectacles, d'activités culturelles dans son milieu. Développer la culture chez les habitants de ce royaume, ici présentement, je nomme royaume parce que Diffusion Saguenay a aussi un autre mandat, ça c'est exceptionnel. Diffusion Saguenay est aussi producteur d'une activité culturelle, je dirais récréo-touristique, qui s'appelle La fabuleuse histoire d'un royaume. Ce dont moi je suis beaucoup plus près pour y être là depuis le tout début. Et d'ailleurs, cette année, La Fabuleuse va fêter son 30e anniversaire. Et ce qui fait la différence, cette activité a été créée en 1988, écrite par Ghislain Bouchard, produite par Ville de la Baie. Il faut penser qu'à l'époque, au Québec, les villes étaient encore... plusieurs villes étaient autonomes. C'est avec le temps que les villes se sont regroupées. Ici, au Saguenay, on avait Ville de la Baie, on avait Chicoutimi, on avait Jonquière. Ils ont été regroupés en une seule ville, Ville de Saguenay. Donc, par la suite, La Fabuleuse, au niveau administratif et production, a été transférée à Ville de Saguenay par l'intermédiaire d'un organisme de diffusion reconnu qui est Diffusion Saguenay. Notre rôle premier, nous, naturellement, c'est de diffuser la culture à travers ce spectacle, surtout l'histoire de la région. Le créneau en est très simple, l'histoire de la région. Cependant, sa grande particularité, ce sont les comédiens qui y jouent, des bénévoles. Tous les comédiens de ce spectacle viennent d'eux-mêmes, répètent à partir de février et jouent. Ils sont cette année, nous sommes cette année plus de 180 personnes qui répètent plusieurs soirs, semaines et les fins de semaine depuis février à la présentation de ce que sera la 30e saison. Par contre, ce qui fait, je pense, aussi la réussite de ce spectacle, c'est toute l'équipe qui les entoure. Alors, moi, j'en assume la mise en scène, pas depuis le début, mais j'en assume la mise en scène. Je suis à la direction artistique. J'aime pas beaucoup les titres, là. Je vous le dis tout de suite, moi, je suis un gars de terrain. Alors, je travaille avec ces merveilleuses personnes, ces fabuleux comédiens. Et l'équipe qui les entoure, par contre, est professionnelle, tant au niveau de la mise en scène, que ce soit au niveau de la technologie utilisée, au niveau de la lumière, des effets spéciaux, tout ce qui est animaux, il faut en parler parce qu'il y en a dans le spectacle. Alors, la cavalerie, les animaux de ferme, au niveau de la pyrotechnie, au niveau du laser, au niveau de l'eau, tous ces gens, tous ces départements ont à la tête un spécialiste ou un créateur qui fait partie de l'équipe. Alors, tous ces comédiens sont entourés et c'est ce qui fait que la réussite de ce spectacle-là se fait. Ça, c'est La Fabuleuse histoire d'un royaume qui, comme je le dis, va fêter son 30e anniversaire. On a développé La Fabuleuse, si je vous parle au niveau technique, l'important pour nous, c'était d'être novateur. Ça a été le premier spectacle du genre présenté au Québec, mais pas le premier spectacle du genre présenté dans le monde. En France, c'est très populaire, qu'on pense au Puy du Fou ou à d'autres productions du genre qui se sont développées à leur manière. Nous, à l'intérieur, à la base d'un aréna, qui est une patinoire l'hiver et un théâtre l'été, La Fabuleuse s'est développée, elle a eu un engouement énorme, ce qu'elle retrouve encore maintenant. Elle a un apport économique important au niveau de la région parce que les gens viennent de l'extérieur. Si au tout début, la région s'est tournée vers La Fabuleuse, par la suite, à force de la faire connaître par des moyens de communication et de publicité, eh bien là, le Québec a découvert et d'autres
groupes à l'extérieur du Québec ont découvert la Fabuleuse et sont venus voir quel était ce spectacle de fou qui était présenté dans une région un peu plus au nord et qu'est-ce qu'on en disait. Il faut que ça soit très, très, très serré. Alors, moi, je crois beaucoup aux bénévoles et aux comédiens qui jouent. Cependant, il est important de dire qu'il faut qu'il soit encadré. Il faut que ça roule. Pour moi, un show, il faut que ça roule. Face à ça, un autre créneau s'est développé. Vous savez que Saguenay a, de par l'entremise de son administration, développé le créneau des croisières. Et à la baie, dans l'arrondissement de la baie, c'est là qu'arrivent les bateaux. C'est là qu'a été construit le quai pour recevoir ces grands bateaux de croisière. Et donc, en 2009, on nous a demandé de préparer quelque chose pour l'accueil des bateaux. Alors là, je me suis tourné encore une fois vers les comédiens. On a établi une espèce d'activité d'accueil où j'ai au-delà d'entre 50 et 60 personnes à chaque bateau, en costume d'époque pour représenter. On est comme une carte postale, un éveil de première couche lorsqu'ils arrivent dans une région. Quand vous arrivez en bateau quelque part, lorsqu'ils arrivent, ils ne peuvent pas imaginer que cette région est immense, avec ce lac immense, le fjord qu'ils viennent de traverser souvent de nuit. Ils ne le voient pas, c'est très dommage d'ailleurs, mais moi je ne suis pas président de compagnie de croisière. Et, de toute façon, on leur en parle, on leur parle de notre bleuet, on leur parle de chez nous, on leur parle de nous autres. On leur parle de qu'est-ce qu'on vit. D'ailleurs, l'accueil des bateaux de croisière qui se fait depuis 2009. En 2009, nous avons reçu 3 bateaux. Cette année, nous allons en recevoir presque 65, 64, je crois, dans une période qui va de septembre à octobre seulement. Alors, et on est là tous les matins, ce qui fait que Ville de Saguenay, par l'entremise de cette activité, a gagné 4 fois, encore cette année, le prix du meilleur accueil pour les bateaux à travers le monde. Nos concurrents, on ne se battait pas, mais je veux dire, ceux qui étaient en nomination cette année, c'est des petites villes comme Shanghai, Tokyo, on avait, je pense, New York et Hong Kong. Et c'est la ville de Saguenay qui a gagné encore pour la 4e année. Donc, voyez-vous, la Fabuleuse a développé ce créneau-là. Et moi, pour réussir à avoir ces bénévoles que j'adore et qui m'aiment, je pense qu'on fait une équipe merveilleuse, j'ai dit, oui, mais c'est beaucoup de temps, c'est tôt le matin, c'est 3 heures, de 7 heures le matin à 11 heures l'avant-midi. Et j'ai dit, peut-être que je pourrais intéresser les écoles. Tout près du quai, il y a une école élémentaire, donc de petits, de la maternelle à la 6e année. J'en ai parlé au comité école et à la direction. Et je me suis dit, c'est une façon pour les jeunes d'apprendre ils ont des cours d'anglais, donc de pratiquer un peu leur anglais, même si c'est minime, de développer ce côté social, de communiquer avec d'autres personnes et aussi de connaître l'histoire de la région. Donc, ils ont trouvé le projet intéressant. Alors, on a fourni aux enfants de 4e, 5e, 6e année une espèce de petit lexique sur l'histoire de la région, d'où ils venaient, pourquoi ça s'appelle le Ville de la Baie, qui a créé, qui est arrivé ici les premiers, qui vivait ici avant, quel était... Alors, c'est très sommaire, mais une espèce de petit livre pour l'histoire de la région, pour qu'ils puissent en parler aux gens, ceux qui sont intéressés. Je suis allé dans les écoles, dans les classes de 4e, 5e et 6e année, où ils ont appris 3 danses folkloriques issues de la région, et à chaque arrivée de bateau, nous avons un groupe d'élèves qui vient 1 heure accueillir les touristes de l'extérieur, les passagers des navires. Et à partir de septembre 2017, nous allons inclure les élèves de maternelle aussi qui vont participer pour une chorégraphie. Alors ça, c'est une façon d'impliquer le milieu autour d'une activité qui génère, qui demande beaucoup d'investissement. Comme dit, je vous le dis humblement, ce que dit toujours mon patron, le directeur général, il n'aime pas beaucoup me voir dans son bureau parce que moi, tout ce que je fais, c'est dépenser. Et c'est avoir des idées pour dépenser, mais il me paie pour ça. Alors, mais pour moi, c'était important que la Fabuleuse puisse rejaillir aussi au niveau de l'éducation chez les jeunes. Elle est aussi une porte pour plusieurs comédiens, de jeunes comédiens, des jeunes adolescents qui souvent ne savent pas trop où ils vont aller dans la vie et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et ils découvrent des passions parce qu'on offre la possibilité à nos comédiens, pas tous,
mais ceux qui sont intéressés, par exemple, à voir comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est être un éclairagiste? Qu'est-ce que c'est être un pyrotechnicien? Qu'est-ce que c'est être un sonorisateur? Et il y en a qui s'approchent un peu de nos spécialistes et qui ont développé cet intérêt. Présentement, notre responsable de toute la logistique technique du théâtre, pas seulement de la Fabuleuse, parce qu'à l'automne, c'est une salle de spectacle où on présente d'autres productions. Marie-Ève, c'est quelqu'un qui est issu de la Fabuleuse, qui est parti à Allemagne étudier, qui a été travailler dans d'autres compagnies et qui maintenant travaille chez nous. Plusieurs de nos jeunes aussi ont fait l'École nationale de théâtre à Montréal ou sont allés à l'École nationale de cirque. Alors, c'est aussi une porte d'entrée sur parfois des intérêts dont je suis très, très fier. C'est ce que fait la Fabuleuse. Donc, Diffusion Saguenay produit la Fabuleuse, la diffuse pendant l'été. On la diffuse aussi pendant l'automne chez nos amis croisiéristes. Et je le dis sans gêne, on la diffuse en anglais. Alors, nous avons traduit le spectacle pour les amis. Et on la joue en français selon les bateaux. Et je présuppose que d'ici pas très loin, on me demande de la traduire en allemand pour les bateaux européens et allemands qui vont venir. Donc, c'est ce que la Fabuleuse a amené. Naturellement, comme elle amène beaucoup de touristes de l'extérieur, vous comprenez qu'elle aide beaucoup l'industrie hôtelière. Elle aide aussi à faire découvrir la région, parce que c'est une belle porte d'entrée. Vous savez, l'histoire, lorsqu'elle est présentée de cette façon, c'est toujours bénéfique, parce que ça donne envie aux gens, lorsque l'on parle, par exemple, de Val-Jalbert, de Val-Jalbert, lorsqu'on a fermé l'usine, bien, les gens disent « Ah, bien, peut-être qu'il faudrait aller à Val-Jalbert pour aller voir. » Lorsqu'on parle du Grand Feu ou d'autres activités, d'autres endroits dans la région, bien, les gens ont l'intérêt de demeurer plus qu'un soir ou deux soirs et de décider de rester. Ça joue aussi. Ça aide aussi les organismes culturels à être diffusés. À l'automne, les comédiens bénévoles sont tous des gens qui travaillent, à la grande majorité, ou des retraités, ou des enfants qui sont à l'école mais en vacances. Mais à l'automne, les enfants sont à l'école. Le côté danse de la Fabuleuse, pendant les croisières, nous travaillons avec des organismes reconnus de la ville en danse qui ont un programme spécifique pour la danse. Vous savez, le fameux programme Art-Études, qui existe ailleurs aussi au Québec. Moi, je l'ai parti au niveau de la danse ethnique et québécoise il y a 20 ans déjà. Mais les élèves vont à l'école le matin au niveau de leur discipline et en après-midi, ils sont en formation. Et on sélectionne parmi ces écoles une quinzaine de jeunes filles et garçons, pas beaucoup de garçons, mais de jeunes filles. Et donc, ça devient une expérience de scène pour eux parce qu'elles travaillent les chorégraphies et viennent jouer le spectacle. Parce qu'on ne fait pas seulement qu'animer le matin, on joue la Fabuleuse en après-midi. On joue la Fabuleuse en après-midi. Le spectacle dure 1h15, il a été raccourci à la demande des compagnies de croisière, et on joue. Alors, tous les après-midi où il y a des bateaux, on joue. Cela est un beau problème, mais déjà cette année, je le dis, il a fallu travailler parce que ces gens-là, je le répète, sont bénévoles. On ne peut pas faire 75 shows. Il n'y a même pas un professionnel qui ferait 7 shows par semaine, puis des fois 2 fois par jour. Alors, on a établi un horaire selon le nombre de compagnies qui viennent, le nombre de bateaux. Donc, il y a des moments où il n'y aura pas de spectacle. Ils font quand même d'autres activités. Mais nous sommes à toutes les animations. Ça, c'est sûr que nous allons être là. Donc, c'est le travail que je fais avec tous ces gens auxquels je crois beaucoup. Au niveau technologique, je pourrais en parler, là aussi, l'innovation, pour toujours rester en avant-plan. Sachez qu'on a été les premiers dans le monde à utiliser un mur d'eau parce que je voulais, dans la scène du déluge, avoir comme une vague et ça n'existait pas. Et on a trouvé une compagnie quelque part en France, Aquatic Show, qui était avec un nouveau projet pas breveté. On a été les premiers à utiliser le morphing au niveau du laser. Et pour la 30e saison, c'est un scoop, là, mais on va être les premiers à utiliser un système de projection où on peut projeter sur mon décor immense, qui sont des montagnes en 3D, mais qui vont devenir autre chose dans la production. 30 ans plus tard, on était rendu là. Fait que c'est à peu près ça, puis c'est ça. Merci beaucoup, Voilà. M. Wautier. On a hâte d'aller voir le spectacle cette année. Oui, il faut venir. Alors, on voit qu'on a des exemples très diversifiés, mais je trouve qu'on a des très beaux cas et des exemples. Moi, j'aimerais vous entendre débattre sur une chose. Quels sont, selon vous, les ingrédients ou les conditions idéales pour bâtir des milieux innovateurs?
Je vous laisse aller. Si je peux me permettre, nous, en tout cas, à la boîte rouge vif, ça a été un positionnement dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on porte un peu une cause, la cause des cultures autochtones qui sont à valoriser et à transmettre. Parce que, si je peux me faire une petite parenthèse, ceux qui connaissent un petit peu moins l'histoire au Québec, il y a quand même eu une histoire de pensionnat où les jeunes étaient enlevés des communautés pour apprendre la langue française ou anglaise, désapprendre finalement leur propre langue. Donc, à la boîte rouge vif, on est un peu tous sensibilisés à cette cause-là. On veut contribuer à redonner les lettres de noblesse ou à permettre aux communautés de transmettre et de faire revivre un peu leur culture. Donc, il faut être conscient d'une histoire. L'histoire de désappropriation. Une histoire aussi où il y a eu beaucoup de discours sur l'autochtonie, mais qui étaient portés par les musées ou les universités. C'est-à-dire des équipes de chercheurs pouvaient débarquer dans une communauté, faire des entrevues, faire des activités, aller chercher des connaissances, chercher des savoirs, ramener ça dans l'université, mais que les communautés n'avaient pas nécessairement de retombées de ça, n'avaient pas les résultats de la recherche ou ne pouvaient pas prendre part tant que ça à l'analyse, l'interprétation de cette recherche-là, à l'expression des résultats. Donc, en étant conscient de cette histoire-là, nous, en plus, travaillons pour un musée ou représentons une université, il fallait démontrer qu'on avait conscience de l'histoire et qu'on voulait faire les choses autrement. C'est-à-dire, maintenant, on veut travailler avec vous, on veut que vous preniez part, finalement, à ces projets-là, que, finalement, l'expo, ce ne soit pas des gens qui parlent d'eux, mais les communautés qui parlent au nous, finalement, à la première personne d'elle-même. C'est un petit cas de figure, juste d'un texte d'exposition. Le fait de switcher du « eux » au « nous », c'est une réappropriation du discours, finalement. Donc, ça amène la nécessité, je dirais, d'innover. Ça amène le défi de développer d'autres manières de faire, parce qu'on sait qu'on ne veut pas répéter des choses qui ont été faites, qui ont été dommageables, qui ont créé de la frustration. On est conscient que ça, vous l'avez vécu et que, vous ne voulez plus le vivre. Maintenant, faites-nous confiance, embarquez dans le bateau, on va collaborer ensemble, on va faire autrement. Mais on n'a pas le choix de défricher, de développer des nouvelles manières de faire. Et puis, en collaboration pour être conséquent. Donc, de vraiment, travailler avec les communautés. Ça a été, je dirais, une condition qui, pour nous a poussé vers l'innovation. On pourrait parler même du financement. C'est un autre aspect complètement. Pour être capable de réaliser les projets, il faut avoir accès à du financement. Souvent, l'innovation est encouragée par les sources de financement. Ça, c'est un autre ingrédient peut-être qui va pousser à l'innovation. Mais bien avant ça, notre volonté, on est allé chercher des moyens, des ressources pour être capable de faire l'innovation. On voyait la pertinence en se positionnant dans l'histoire. Donc, dans le champ culturel, nous, et en collaboration avec les communautés autochtones, ça a été un petit peu la cause à effet. M. Jean? Oui, un des facteurs de succès que moi j'ai observé au fil des projets, parce qu'on a beaucoup de projets qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Ceux qui ont fonctionné, il y a un facteur vraiment intéressant, c'est qu'il y a deux pôles d'intervention dans notre secteur qui sont générateurs d'innovation. D'un côté, il y a les clients, puis de l'autre côté, il y a les chercheurs ou les gens qui sont des gens qui innovent ou qui ont les idées. Puis c'est deux grandes solitudes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On a un grand centre de recherche ici qui fait partie de Rio Tinto. Il y en a un autre ici qui est un grand centre de recherche du CNRC. La mentalité des chercheurs, souvent, c'est des gens qui sont spécialisés. Ils font ce qu'on pourrait dire, entre guillemets, des trips techniques à développer des choses vraiment fabuleuses, mais ça reste souvent dans leur laboratoire. Puis ces gens-là ne pensent pas à l'application pratique nécessairement de ce qu'ils ont développé. De l'autre côté, on a les clients qui ont des problèmes, qui veulent régler des situations. Souvent, ils ne savent pas comment faire, n'ont pas la connaissance. Puis, les deux groupes ne se parlent pas. Donc, nous, notre rôle, ce qu'on fait, puis c'est un rôle qui est un peu drôle. On n'a pas besoin, si on se situe entre les deux, on est un facilitateur, un catalyseur. C'est que si on est trop du côté des chercheurs, on n'est pas capable de penser en dehors des schèmes établis ou en dehors de la boîte ou en dehors des grands procédés qui sont établis. Si on est trop du côté du client, on ne voit pas l'autre aspect. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'être capable. Moi, lorsque je rencontre un client, je leur demande, bon, c'est quoi vos mots de vente? C'est quoi que vous aimeriez régler? Je décolle par là. Puis, c'est la façon, souvent, c'est
c'est parce que dans les procédés conventionnels, ils n'ont pas pu trouver de solution aux produits ou aux défis auxquels ils ont à faire face. Puis leur rôle, ou ce qui permet de créer l'innovation, c'est de prendre ce besoin-là puis d'aller l'accoler avec justement des idées de chercheurs, puis d'être capable de le faire sans être un spécialiste. Parce que une des réactions, souvent, quand on parle directement aux spécialistes, leur première réaction, c'est de dire « ça ne marchera pas, c'est pas... » Ils ont une approche qui est trop technique, puis le client, c'est l'inverse. Ils ont l'approche qui est pas assez technique. Donc, le facteur de succès, c'est d'être capable de mettre ça ensemble. Puis je pourrais vous raconter plein d'histoires à succès intéressantes, cocasses, mais qui reposent sur cette simple observation-là. Je pense qu'on pourrait même le répliquer dans les autres secteurs. Oui, moi, je pourrais renchérir là-dessus. D'abord, les éléments déclencheurs, bon, ça a été une activité spécifique parce que la région avait fêté son 150e anniversaire, mais il faudrait surtout d'avoir un rêve, hein, dans le monde des artistes, un rêve, mais il y en a beaucoup d'artistes partout dans le monde, ici aussi, qui ont de magnifiques rêves. Il faut être capable d'avoir des qualités pour rassembler, surtout vendre l'idée, parce que les artistes, on n'a pas d'argent. Et souvent, dépendamment de la grosseur du rêve, là, mais c'est toujours immense. Rassembleur et une organisation qui est très forte. Puis pour l'innovation, il faut aller dans le milieu pour des idées, des créateurs, mais aussi des ressources. Alors, des ressources très spécialisées qui peuvent nous amener des solutions à, souvent, comme vous disiez tout à l'heure, ces personnes-là qui ont des ressources, deviennent des personnes ressources, ils ont la technologie, ils ont la possibilité d'utiliser des éléments, mais qui, dans le cadre d'une activité culturelle, n'est pas nécessairement utilisable. C'est le rôle de l'artiste de dire, oui, mais on pourrait peut-être faire ça avec, dans le cadre de ce moment-là. Et là, et la personne de dire, ouais, mais attends, il faudrait que je le transforme. Et c'est comme ça que ça se crée. Donc, moi, je pense un rêve, une idée, rassembleur, une équipe forte et qui tient à continuer. Il ne faut pas diluer. Il faut faire attention de ne jamais diluer. Il ne faut pas que le rêve du départ devienne un melting pot, excusez-moi l'expression, d'à peu près toutes sortes de technologies. J'entends aussi un mélange de disciplines, là, moi, à travers ça, là, quelque chose qui amène la créativité. Là. Oui, ça, c'est fondamental. C'est que ça prend l'ouverture pour être capable de voir les possibilités, mais après ça, ça prend toute la rigueur pour faire arriver les choses. C'est que si on a l'ouverture, souvent, il y a des gens qui ont le côté artiste plus fort que le côté administratif. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire travailler, de rassembler les différents profils. Parce qu'au niveau individuel, moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui ont toutes les facultés à partir de l'innovation, aller jusqu'à la réalisation. Les gens ont des points forts dans chacun des secteurs. Donc, le fait de travailler en équipe, ça permet d'aller chercher le point fort de l'innovateur, le point fort de la personne qui va structurer, la personne qui va faire arriver les choses. Après ça, il y a toutes les questions de montage. Avec le même objectif. Avec le même objectif. Mais il faut travailler avec les forces des gens dans chacun de leurs secteurs et non pas essayer de tout couvrir. Puis souvent, les gens qui ont une bonne idée, qui ont une innovation, ils ont peur de se la faire voler, donc ils se cachent dans leur coin puis ils ne veulent pas travailler avec d'autres. Puis leur innovation, finalement, elle ne verra jamais le jour parce qu'ils n'ont pas pu s'associer des profils complémentaires aux leurs pour faire arriver les choses. Mme Arbault? Oui, bien en fait, je dirais, l'innovation dans les centres de transfert, elle s'est faite d'abord, au Québec, on offre plus de 400 programmes de formation à l'ordre collégial. Ces 400 programmes de formation regroupent des enseignants ou des chercheurs de haut niveau qui, par un déploiement de centres, peuvent mettre à profit leurs expertises en lien avec les milieux preneurs, que ce soit des PME, que ce soit des organismes communautaires, que ce soit des établissements d'enseignement, l'établissement de santé, de tout acabit, que ce soit même dans le domaine artistique maintenant. Donc, les collèges ont su mettre en valeur l'innovation importante de mettre en relation une expertise et des besoins complémentaires. En fait, l'esprit, je dirais l'approche communautaire des cégeps, l'orientation communautaire du développement des communautés par les cégeps et pour les cégeps permet aux milieux utilisateurs ou aux preneurs ou aux gens qui ont certains besoins de se sentir, je dirais, partenaires des projets. Moi, je trouve que c'est la plus grande différence par rapport à la capacité de recherche des cégeps.
c'est la façon, la manière d'intégrer les activités de recherche à même les activités et préoccupations d'une PME ou d'un organisme culturel pour l'amener plus loin dans sa capacité de réflexion, puis d'amener même à partager ensemble les pistes de solutions. Donc ça, c'est à prime abord, on n'a pas des... Nous, on met de l'avant, je dirais, une approche qui permet de ne pas avoir de vase de gens qui se sentent plus isolés. Hein, le chercheur d'un côté, puis les besoins de l'autre. Donc, la façon dont on va travailler, finalement, dans nos vecteurs, on a besoin de la recherche appliquée, de la recherche-action, où on va pouvoir, dès le départ, définir le problème ensemble. Alors, bien le comprendre, se développer une vision commune de ce qu'on veut faire. Ensuite, on va imaginer ensemble, on va confronter des façons, finalement, des méthodes qui vont permettre d'arriver à des résultats qui, au fur et à mesure des travaux, sur une période plus ou moins longue, une intégration, une appropriation de la situation, puis une appropriation des solutions possibles. Alors ça, c'est ça l'innovation sociale. Puis, même dans les projets, par exemple, à caractère plus technologique, il n'y en a pas de projets qui n'ont pas de lien avec l'innovation sociale. En fait, l'innovation principale, ou le frein, ou les changements, bien, c'est les individus qui le font. Donc, nous, on a mis de l'avant, on met a priori que c'est le maillage important entre les situations qui permettent finalement d'avancer et d'aller plus loin. Cette reconnaissance-là, on l'a eue récemment. Auparavant, en fait, les centres collégiaux de transfert, de la recherche, du transfert puis de la formation. Maintenant, nous faisons aussi de la liaison. Nous avons obtenu un mandat pour les 3 prochaines années pour développer nos capacités d'accompagnement plus largement des milieux et de l'ensemble des unités de recherche pour arriver finalement à mettre le Québec sur la map en matière d'innovation. Pourquoi? Parce que nous sommes déployés sur toutes les régions du Québec et dans toutes les sphères d'activité. Donc, d'un point de vue, on parlait tantôt d'innovation, on parlait de sectoriel. Alors oui, à prime abord, les centres collégiaux de transfert ont été mis au monde sous une façon, je dirais, plus sectorielle. Alors, par secteur d'activité, par fort secteur d'activité, nous obtenions des reconnaissances qui permettent d'avoir des centres de transfert. Maintenant, on comprend que dans les nouvelles problématiques, que ce soit des problématiques sociales, des problématiques de développement, des problématiques technologiques, on a davantage besoin d'un ensemble de regroupements d'individus pour être capable d'en arriver à des solutions plus innovantes. Donc, on nous regroupe maintenant davantage sur des filières ou des organisations sur des territoires qui vont permettre finalement cette meilleure façon de faire. Alors, d'un modèle plus sectoriel, on s'en va vers un modèle beaucoup plus diversifié chez les centres de transfert maintenant, où nos expertises vont être davantage partagées, puis on va travailler davantage en collégialité avec l'ensemble des acteurs de la recherche ou de l'innovation. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un tournant. Les centres de transfert ont 30 ans au Québec, les collèges en ont 50. Pour notre 30e anniversaire, on a mis en place, on a su, je dirais, influencer les politiques de manière à ce qu'on puisse nous donner un rôle qu'on exerçait déjà. Le rôle de liaison, on l'exerçait déjà, mais il n'était pas reconnu. On était des gens qui restaient le plus longtemps possible dans le transfert des connaissances, dans le transfert et l'appropriation, dans le maillage, puis on était peu reconnus. Puis on avait une grande capacité à amener autour d'une même table différents intervenants pour régler ou travailler sur des problématiques. Alors ça, je pense que dans l'innovation, dans ce qui s'en vient au Québec, là, ça devrait amener finalement les centres de transfert, nos régions, plus largement et plus loin. J'aimerais entendre justement les autres là-dessus par rapport à l'approche sectorielle versus l'approche plus diversifiée. Quelle est votre perception, vous? Ben moi, en fait, je fais du pouce là-dessus, mais en voulant réagir, en me ralliant aussi là, à ce qui a été dit en termes de liaison. Forcément, nous, c'est davantage dans l'interdisciplinarité. Les conditions gagnantes, effectivement, le rôle de l'artiste aussi, par exemple. Dans notre équipe, je ne l'ai pas mentionné, mais tout le monde, à peu près les chargés de projet seniors, je dirais à Boîte-Rouge-Vif, ont toute une formation en art avec la spécialisation en maîtrise en enseignement et transmission. Mais nous, on se perçoit comme des courroies de transmission, justement, de liaison. On porte la parole, mais on est des liens entre les
différentes expertises. Donc oui, des expertises académiques dans les institutions comme les universités, mais des expertises d'usage aussi dans le milieu. C'est de reconnaître finalement que les porteurs de culture sont les mieux placés, sont les experts de leur propre culture, de reconnaître finalement qu'une expertise peut être créée ou cumulée et reconnue même si elle n'est pas issue, disons, d'une université. Donc, nous, on est comme un lien entre toutes ces personnes-là, puis même à l'intérieur des spécialisations, des disciplines, entre l'histoire, la sociologie, le cinéma et les identités, anthropologie, travail social, design. Ça, c'est toutes des disciplines qui étaient rassemblées à l'intérieur d'un projet de recherche. Mais il y a aussi des représentants culturels des communautés qui sont tous rassemblés pour créer une synergie. Vraiment physiquement dans un moment qui peut être d'une semaine à réfléchir finalement les orientations d'un projet dès le départ. Puis cette équipe-là reste mobilisée, pas ensemble dans ce lieu-là durant les 2 ans du projet, mais reste en contact quand même durant toute l'élaboration du projet. Donc le rôle de l'artiste pour voir et opérer les liens. De voir comment des choses peuvent prendre forme alors qu'on n'a pas nécessairement de repères ou de référents. Ça a été un gage d'innovation aussi de notre côté. Mais pouvoir compter, pouvoir relier des expertises très multiples. Donc finalement, ce n'est pas juste à l'émergence d'innovation, mais à leur retomber aussi, puisqu'à exprimer les besoins, à trouver des solutions ensemble, bien finalement, chacun veille à ce que ça puisse lui servir finalement. Donc il y a ce transfert-là qui se passe à même l'interrelation dans le projet. Donc, si on appelait ça finalement un type d'innovation plus territoriale, ou que moi je qualifierais peut-être d'interdisciplinaire ou ayant des retombées plus globales dans un milieu, nous on est plus dans ce type d'innovation-là, mais tout de même on peut reconnaître que dans d'autres disciplines, d'autres contextes, l'innovation sectorielle s'y prête plus. Dans le secteur où je suis particulièrement, là, il faut absolument être dans une approche sectorielle, parce que ça prend une masse critique pour être capable d'avoir une influence, puis une connaissance, puis une interrelation dans l'industrie qui permet d'avancer. L'image qu'on peut prendre, c'est que l'aluminium ici dans la région, c'est un gros poisson dans un petit aquarium, alors que lorsqu'on prend exactement le même produit dans une grande ville, c'est un petit poisson dans un grand aquarium, ça ne peut pas fonctionner parce que c'est trop dilué. Donc, pour être capable de fonctionner dans notre secteur, il faut avoir une intensité au niveau technique, au niveau connaissance, au niveau maillage, au niveau regroupement d'entreprises. Ça prend une masse critique minimale, sinon on peut pas se démarquer par rapport à la compétition, par rapport aux autres secteurs. Je l'ai tout ouvert, là, oui. Je dirais là-dessus, ma pensée, je trouve ça tout intéressant, puis je ne veux pas lancer un pavé dans la mare, loin de moi cette idée. Mais tout ça, c'est bien, mais différentes disciplines de secteurs différents qui se regroupent pour trouver des solutions pour aller vers un même objectif. Puis là, on trouve des solutions, puis chacun retourne dans son domaine pour faire évoluer, puis on revient. Pour moi, il est essentiel que, oui, j'en suis convaincu, c'est une bonne façon. C'est le travail d'équipe. Mais ça prend une personne qui observe chacun des travails, parce que c'est facile de se diluer et de se perdre. J'ai un peu peur de ça. Plusieurs projets auxquels j'ai participé, s'il n'y avait pas cette entité, peu importe la nature d'où elle est, mais c'est pas une question de pouvoir, de décision, mais qui est capable de regarder toutes ces solutions ou toutes ces données ou toutes ces idées pour repartir et aller travailler. Il faut qu'à un moment donné, c'est au-delà du consensus, là, pour ne pas perdre. Pour ne pas perdre. Et ça, c'est pas évident. En tout cas, dans le domaine. Connaître assez bien le milieu absolument, pour être capable. Absolument. Par exemple, parce que c'est pas vrai qu'on peut arriver avec une innovation puis dire demain matin, je prends une pièce, je la mets sur un avion, je la mets sur une voiture. Dans votre domaine, c'est probablement similaire. C'est qu'il y a des étapes qu'il faut franchir, il y a des étapes d'appropriation, de validation. Puis lorsque quelqu'un veut aller trop vite, il peut tourner en rond longtemps puis jamais aboutir. Je ne suis pas obligé de savoir comment fonctionne l'appareil du laser et le pourquoi il fait un rayon. La même chose pour d'un projecteur ou des fontaines ou quoi que ce soit. Je ne suis pas obligé de connaître ça. Mais je suis obligé de savoir qu'est-ce que je veux faire avec ça et où est-ce que je veux aller avec ça. Et ça, je pense que c'est
pareil pour tout le monde. Moi, je veux revenir sur Nadine parce que ça m'a beaucoup interpellé de sectoriel. On y va maintenant beaucoup plus. Et c'est intéressant. Je le plaçais un peu à ma façon. Puis je me disais, oups, mais quel est l'organisme ou la personne qui va dire, ouais, tout le monde travaille dans le même sens pour cet objectif-là, là, et il y a une entité, là, pas un groupe ou un autre, mais qui fait que ça va arriver là. Moi, personnellement, j'ai un petit peu de misère avec ça. C'est là que parfois ça se perd, à trop avoir d'idées de travail. Moi, ce que j'entends dans tout ça, c'est la question un peu de leadership d'une personne ou d'une organisation. En fait. Dans tout ça qui est important dans un processus d'innovation ou de créativité quand on veut arriver à un projet. Mm-hmm. Parce que c'est la bonne façon. Je suis convaincu que c'est une merveilleuse façon. Mais tu dirais, j'aimerais ça que Nadine me parle là-dessus. En fait, je le comparerais. Ce matin, je réfléchissais pendant qu'on avait la conférence parce que je me disais leadership partagé ou un leadership plus individuel. Hein? Il y a un peu de ça dans son entreprise collective. C'est ses défis par rapport à l'entreprise privée, par exemple, ou nous. Alors, je me disais, je pense que plus on va avancer, en tout cas, plus on veut aller plus loin. Moi, je dirais que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Oui, je suis d'accord. Si ensemble, on va plus loin, ça veut donc dire qu'on va se confronter davantage pour être capable d'avancer. Et ça veut dire aussi que lorsqu'on va exercer un leadership de groupe, on devra s'assurer l'engagement. Moi, je pense que ce qui est le primordial, c'est l'engagement de tous vers un but commun. Et c'est ça le défi. L'engagement de tous vers un but commun. Ça, j'aime ça, oui. C'est un défi. Ou encore, dans ce qui nous concerne, comment un projet commun peut répondre à différents besoins des parties prenantes qui sont rassemblées. C'est un peu comme ça qu'on voit notre rôle aussi de locomotive ou de... Quand on parlait de la courroie de transmission qui relie toutes les parties, de la faire rouler finalement, de s'assurer que tout ça voyage et touche tout le monde à un moment donné. C'est pas nécessairement toutes les mêmes équipes qui vont faire le projet du début à la fin, mais comment s'assurer que ce que la première équipe a fait fasse partie de la construction encore rendue plus loin. Il aura nourri la construction des autres équipes par la suite. Puis c'est beaucoup par les chantiers de production, nous autres, qu'on veille à ce que le monde ne reparte pas comme ça en ayant des devoirs à faire de leur bord ou en ayant à appliquer ça dans leur réalité. C'est les chantiers de production, par exemple, la réalisation d'un catalogue qui se fait par une équipe interdisciplinaire puis interculturelle aussi. C'est par cette production-là et la collaboration dans la production que l'innovation non seulement se développe, mais se met en œuvre, se met en application, puis que c'est un contexte finalement de formation pour toutes les parties prenantes. Merci. Je crois qu'il nous reste à peu près 5 minutes, si je ne me trompe pas. Non, mais je dirais avant les questions. Avant les questions, oui. Qui c'est qui donne le temps? 5 minutes? OK. Il n'en reste plus. Je voudrais profiter de vous poser une dernière question. Justement, il nous reste 5 minutes pour parler, puis après, ça va être vraiment à la salle de pouvoir s'exprimer. On est à l'Université du Québec à Chicoutimi. Quel rôle doit jouer une université pour son milieu? Puis particulièrement, ici, quel rôle doit jouer l'université pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Et en matière de soutien à l'innovation, notamment. C'est peut-être dans le secteur le plus facile, là, parce que l'université joue déjà un rôle très important. L'université parraine le CQRDA, qui est le Centre québécois de recherche et développement sur l'aluminium, qui est un organisme là, annexe à l'université qui fait tout plein de travaux puis qui complète le travail qu'on fait. Donc, c'est déjà une première activité intéressante. Il y a toute la question aussi, il y a l'université, mais dans l'exemple que je voulais donner, c'est le cégep qui le fait. Toute la partie formation, on a un programme, nous, qu'on a appelé Rêver l'aluminium, qui est hébergé au cégep de Jonquière, qui permet de tout jeunes de prendre les jeunes et les initier, justement, puis les intéresser à notre domaine d'affaires. Donc, c'est des choses intéressantes. Il y a aussi les chaires industrielles qui sont faites ici, qui sont supportées par l'université, qui sont très pointues sur des secteurs particuliers, qui nous aident à résoudre des problèmes techniques particuliers. Donc, c'est toutes des pistes intéressantes, mais ce qui est surtout important, d'après moi, au niveau université, si on le regarde à plus long terme, c'est d'être capable de faire élever le discours au niveau pour sensibiliser, pour faire évoluer les mentalités.
Parce que la majorité des acteurs n'ont pas tous la mentalité de se tourner vers l'innovation. Il y a beaucoup de secteurs, puis il y a des grands chantiers qu'il faut développer aussi pour faire tomber des pans de mur. Nous, on essaie de travailler sur des nouveaux domaines d'application, sur les ponts, des choses comme ça. Donc, il y a des résistances des firmes d'ingénierie, de tous les systèmes établis. Donc, l'université, en parrainant des activités ou des chantiers de discussion sur l'utilisation de nouveaux matériaux, d'une innovation, ça aide à faire tomber des barrières. Puis ça nous aide à faire avancer des projets concrets par après. Moi, je pense que c'est un grand rôle. Mon discours a un peu changé par rapport à ça. Et, un grand rôle. D'abord, l'institution du savoir, c'est un peu la représentation du savoir d'un milieu, d'une communauté, qui est essentielle. Elle a surtout, et on en a parlé tout à l'heure, plusieurs, dans chacun de ces départements, pas tous, mais plusieurs des chaires de recherche ou de développement ou des chercheurs. Et de plus en plus, l'université, elle tend vers ça, et c'est très bien, de vulgariser pour descendre dans le milieu. Parce que si on enlève le mot université, je dirais que la communauté a aussi sa propre université. Je vais loin quand je dis ça, là. Mais quand même, et c'est difficile d'avoir des contacts, des échanges entre le savoir de la communauté, le savoir universitaire, qui ont leur place chacun. Ce lien-là n'est pas toujours évident. Alors, sûrement que le savoir d'une communauté a intérêt à peut-être même faire plus connaître ce savoir aux universitaires. Et l'université, elle, c'est pas descendre. Je dirais pas que c'est quelque chose de haut à bas, de haut en bas, mais vraiment de vulgariser, de s'approcher de différentes façons. Et la façon dont Julien parle, chez les jeunes, pour rêver l'aluminium, c'en est une des façons. C'est s'approcher du milieu. C'est peut-être pas encore à grande échelle, ça devrait l'être peut-être encore plus. Puis elle devient un outil de référence. L'université, pour nous, c'est un outil de référence. Peut-être pas dans la technologie. Parfois, j'ai rêvé, dans certains départements qu'il y a ici, de dire j'aimerais ça avoir ça dans le spectacle où on pourrait utiliser. Il faudrait que j'appelle l'université, ce département-là, puis dire y a-t-il des gens qui seraient des espèces de jeunes étudiants fous qui pourraient rêver ça? Ça se peut. Le temps nous manque parfois, mais on a intérêt à travailler ensemble, ça c'est sûr. Mais moi, je pense que ces liens-là, justement, entre université et communauté, au moins, je dois avouer que ça a été encouragé. En tout cas, dans Boîte Rouge Vif, on a eu pendant 10 ans des subventions de recherche, alliance de recherche université-communauté. Justement, où le but, c'était pas justement de descendre, mais de sortir de ces murs, oui, en tout cas. Et que les projets soient réalisés en partenariat, je dirais, d'une position d'égal à égal. Même les lignes directrices ou critères d'admissibilité des subventions de recherche reconnaissent maintenant, en tout cas pour les contextes autochtones, l'expertise des aînés, par exemple, à reconnaître au même titre que l'expertise d'un professeur universitaire. C'est pas un rapport de force. Voilà. Donc ça, au moins, je suis enthousiasmé de voir ça inscrit dans les programmes qui permettent au projet de se réaliser, que ce soit encouragé. Ça rend ça possible, mais ça reste à la bonne volonté des équipes de le faire réellement, au-delà du discours, exactement, dans l'action. Peut-être, je veux juste citer un exemple qui est banal, mais qui dit toute ma pensée. Moi, j'ai un bac en éducation. Je sais que plusieurs parmi vous sont en éducation aussi. J'ai eu, à l'intérieur de mon bac, un professeur que j'adore, qui était un docteur réputé, qui donnait psychologie de l'enfance à l'élémentaire chez les petits, mais qui n'avait jamais été dans une classe. C'est pas possible, ça. Là. Moi, j'ai passé ma vie à enseigner la danse dans des classes. Alors, je disais, oui, je fais exactement ça, mais j'ai juste pas le mot scientifique. Et alors, tu vois, c'est un peu ça là, qu'il faut rapprocher, comme tu dis. Puis là, oui. En fait, moi, j'en suis une diplômée de l'Université du Québec à Chicoutimi. Quand j'ai diplômé ici, il y a plus de 25 ans maintenant, il n'y avait qu'une seule bâtisse, c'est celle dans laquelle nous sommes actuellement. Moi, je pense que j'en suis fière. Quand je passe devant ici le boulevard Talbot, puis je vois le déploiement, la force et la synergie que souvent, j'imagine, plusieurs individus y ont mis pour être capables aujourd'hui d'avoir autant de pavillons, que ce soit des pavillons technologiques, pavillons des arts,
je vois qu'il y a eu quand même je dirais une synergie, une volonté, et il faut être un peu fou pour pouvoir développer ce centre d'activité-là dans une région qu'on pourrait quand même témoigner, région éloignée. Donc, je salue l'initiative, je salue la volonté, et ce que j'aimerais voir arriver, là, c'est la fierté de nos étudiants de collège à s'inscrire à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et ça, on n'y est pas parvenu encore. Nos étudiants s'inscrivent ici, soit je ne dirais pas par dépit, je dirais un peu par défaut de proximité, et non par l'attirance de son excellence. Je trouve ça un peu dommage qu'on soit encore à travailler cet aspect, mais je pense que là, je parle plus de l'institution. L'institution, je pense qu'elle a un travail de mise en valeur, elle a un travail de rapprochement avec l'ensemble de ces institutions d'établissement. Elle doit faire cet effort, et pour une région, le fait d'avoir une université, je pense que c'est un des piliers de vecteurs de développement et d'innovation importants. Autant pour les PME, pour le secteur culturel, pour le secteur d'éducation, et je pense qu'il le faut qu'on sente dans la nouvelle gouvernance, parce que ça tombe bien, on nous pose des questions, puis il y a une nouvelle gouvernance qui s'installe, ici à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'aimerais que cette nouvelle gouvernance fasse un pas vers sa communauté de façon partenariale et non de façon de son piédestal. Et je m'explique bien cette façon-là, qu'elle considère les acteurs économiques, les acteurs de l'éducation, les acteurs de la santé, comme étant des partenaires de son développement. Et je m'explique. Moi, je suis un employeur. Je suis dans un milieu de la recherche. Alors, j'ai enseigné auparavant plus de quasiment 20 ans, puis je suis plus à temps complet à la recherche. Et de par mon travail, je dois procéder à l'embauche. Moi, j'embauche des chercheurs. J'embauche des enseignants-chercheurs, j'embauche des chercheurs, j'embauche des techniciens, des étudiants. Et ce qui me frappe, c'est à quel point, lorsque les étudiants poursuivent un 3e cycle, diplôme d'un 3e cycle par exemple, ou pour eux, dans tous leurs efforts, leur cursus partagé, c'est pour devenir un prof d'université. Et malheureusement, il y a 20-25% de ces étudiants-là, gradués, qui pourront avoir un poste universitaire. L'ensemble et la majorité des étudiants seraient tellement intéressants si, dans leur cursus de formation, on leur ouvrait les horizons pour qu'ils puissent devenir, justement, dans les organismes communautaires, dans les organismes culturels, des vecteurs d'innovation. Parce que nous, comme centre de recherche, quand on travaille avec des milieux où il y a justement une formation, on va dire d'étudiants qualifiés, d'étudiants hautement qualifiés, c'est toute la différence du monde en matière d'innovation puis de milieu preneur. Alors, peu importe le secteur d'activité, si on réussit à professionnaliser le 3e cycle, moi, je pense que comme région, on se doterait d'un vecteur très important de développement. Parce que la capacité de recherche, ça se développe à l'université, mais ça se développe dans les milieux. Alors, moi, je pense que cet angle-là, en matière d'innovation et de retour vers sa communauté, l'université, là, il faut qu'elle soit partie prenante. Je pense que dans nos rapports quotidiens, la porte d'entrée, elle ne semble jamais simple lorsqu'on est une organisation puis qu'on a besoin de travailler en collaboration pour différents besoins. Je ne sais pas comment l'université pourrait mettre en place, et je ne veux pas faire de comparaison, là, mais dans notre secteur d'activité, on travaille, entre autres, avec plusieurs chercheurs ou des collaborateurs de l'UQAM. Puis, dans cette université-là, on a mis, fort longtemps, une trentaine d'années, un service aux collectivités. Mais le service aux collectivités, qu'est-ce qu'il apporte dans une communauté, là? C'est qu'il permet d'avoir une porte d'entrée aux utilisateurs, aux preneurs, aux besoins, qui ensuite fait un maillage de travail, et en lien avec les chercheurs de l'université. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à une façon, à un organe, il faut faciliter les liens. Puis pour ce faire, il faut mettre en place des mécanismes qui reconnaissent le partenariat, mais qui sont aussi formels dans une université. Le preneur, il ne peut pas cogner à 25 portes. Les gens vont s'épuiser, là. Oui. Donc, ce n'est pas de cette façon-là qu'on va s'y prendre. Et je pense qu'il faut reconnaître les expertises de chacun. Puis pour ce faire, ça nous prendrait un service mitoyen.
J'ai déjà entendu parler d'une volonté de mettre en place dans les universités, au lieu d'être CC, donc Centres collégiaux de transfert, des CUTT, donc des centres universitaires de transfert. Sans aller vers cette dimension, moi, ce que j'en comprends, c'est que ça prend un niveau, puis peut-être que le niveau de partenariat ou de travail ou de diversité collective, bien, la porte d'entrée des collèges est un bon début, en tout cas, pour travailler avec l'ensemble des partenariats. Bien, merci. Je propose qu'on conclue le panel sur ces bons mots. Merci à vous. On peut applaudir nos panélistes. Nous avons devant nous une période de questions jusqu'à 3h15, si je ne me trompe pas. Par contre, je vais devoir excuser M. Louis Vautier qui doit nous quitter pour des contraintes professionnelles. Alors, je vous confirme qu'il vous aime. Mais il a l'organisation. Je vous aime beaucoup, mais... L'organisation de la 30e. Oui, j'ai un spectacle dans 2 semaines. C'est ça. Merci beaucoup, M. Vautier. Mais je peut-être rester encore 3 minutes. Oui, M. Vautier, justement, il y a des gens qui me font signe qui aimeraient vous poser des questions avant que vous partiez. OK, allons-y. Okay. Alors, j'ai vu ici David. Oui, donc David, je viens de Colombie-Britannique. Je travaille à l'université Simon Fraser. Donc je vous ai écouté un petit peu tous, c'était intéressant. J'aimerais voir un petit peu quelles sont les perspectives que vous avez vis-à-vis des autochtones, du point de vue des spectacles, du point de vue de l'industrie de l'aluminium. Est-ce qu'il y a des retombées pour eux également aussi? Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu plus? Nous, je te dirais que dans le cadre de l'activité du spectacle La fabuleuse histoire d'un royaume, naturellement, le premier tableau représente les montagnais qui étaient ici dans leur vie. C'est scénique. Cette année, dans la nouveauté, j'ai 1 minute 30 où je voulais représenter un peu la spiritualité autochtone chez les montagnais. Donc, j'ai eu recours au nouveau pavillon au niveau des Autochtones, des Amérindiens, même si je le savais, pour colliger, pour faire en sorte que je puisse avoir la certitude, la vérité la plus plausible possible sur quelle était la spiritualité pour m'en inspirer, pour pouvoir créer ce moment avec ce qu'il y aura de nouveau. Moi, c'est à ce niveau-là. Je ne parle pas de relations autochtones et blancs dans le projet. Et là n'est pas notre propos. Dans le domaine de l'industrie. Vous faites des références à l'évolution de l'industrie de l'aluminium qui est centenaire ici dans la région. Absolument. Oui, ça, oui. Pour les industries, oui, dans le cadre du spectacle, je parle de différents moments. Nous faisons une évolution dans le temps. C'est l'histoire, donc on y va sur un modèle de temps, d'il y a longtemps jusqu'à aujourd'hui. Mais on fait appel, oui, à l'arrivée de l'aluminium. Durant les années 50, la région ici était le pôle mondial de l'aluminium. C'est ça. Et de la pulperie, le bois, naturellement. Mais au niveau de l'Alcan, est-ce qu'il y a des relations entre les Autochtones et la compagnie elle-même ici? Dans le travail au quotidien, de façon marginale. Je ne peux pas dire que c'est quelque chose de très actif. Oh là, vous tombez dans un domaine politique, mon cher ami, sur les retombées économiques que les Autochtones peuvent ressortir. Les Autochtones ont un territoire, OK, qui est reconnu. On ne dira pas le mot qu'il ne faut pas dire. Ouais, mais, OK, mais ça, c'est partout au Canada. Les retombées économiques sont, qu'est-ce que tu dirais par rapport à des projets communs? C'est pour parler de quelque chose de positif, puis je ne représente pas du tout la compagnie. Mais ce que je sais, c'est que le pavillon de la culture des premiers peuples, Rio Tinto, c'est son nom officiel, qui a été construit ici puis qui a été inauguré l'an dernier, c'est un financement à 100% par Rio Tinto Alcan. Donc, c'est... Bon, je ne me prononcerai pas plus loin là-dessus. Je pense qu'on pourrait quand même qualifier d'acceptabilité sociale ou de redevance, mais la compagnie d'aluminium a quand même financé la totalité d'un bâtiment consacré à la présence autochtone dans une université ici en région. C'est un élément de réponse, peut-être. Oui. Maintenant, de l'interne, au niveau du fonctionnement d'entreprise.
complémentaire. Excuse-moi. Un petit point complémentaire par rapport à ça. Je m'excuse. OK. Lorsque je vous ai parlé un petit peu plus tôt que lorsque je travaillais chez l'ancien Alcan, Rio Tinto, durant les 15 dernières années, on a développé un programme de développement des activités en aval de la production primaire d'aluminium, qui était le secteur principal, pour amener dans les collectivités, justement, des retombées économiques. Dans le contexte spécifique de la Colombie-Britannique, on avait un bureau à Kitimat, justement, puis il s'en venait la construction de l'aluminerie qui a été complétée il y a 2 ans maintenant, où les Autochtones ont été... il y avait un rôle particulier pour les Autochtones dans tout l'octroi des travaux qu'eux pouvaient faire dans le contexte de ce projet-là. Là, c'était un des paramètres qu'il y avait à l'époque. Mais le programme qu'on avait développé, nous, je ne vous en ai pas parlé beaucoup, mais c'était dans 18 régions dans le monde, incluant Kitimat. Il y avait ici, où la philosophie, à l'époque, parce que cette chose-là a changé lorsqu'il est arrivé la nouvelle gouvernance là, chez Rio Tinto, c'était d'essayer d'amener dans les collectivités une contrepartie au fait que des entreprises minières comme les entreprises d'aluminium utilisent les ressources hydroélectriques ou les ressources de minéraux. Donc, c'était pour retourner à la collectivité. C'était le but de ce programme-là que moi, je gérais à l'époque. Mais j'ai quitté en 2009. Là, puis le programme s'est un petit peu effrité. Je pense qu'il reste 2 ou 3 activités au niveau global actuellement. Mais sinon, c'est toute qu'une parenthèse, en fait, à ouvrir. La relation entre les communautés autochtones et les compagnies qui exploitent les ressources du territoire, finalement, et les compensations ou les ententes qu'il y a. Il y a une histoire là-dedans. Il y a une histoire passée, présente et future. Puis, comme je suis allé il y a 1 an à peu près à un colloque autour du Plan Nord, et puis l'objectif, c'était d'aller au-delà de recevoir un chèque en compensation à l'exploitation des territoires. C'était d'avoir une participation, un travail main dans la main dans ce développement industriel-là qui était souhaité. Mais même là, souvent, quand on parle de développement durable, on a l'aspect culturel qui demeure souvent, je dirais, relativement flou. J'avais posé une question à Produits forestiers résolus, qui était une compagnie en pulpe pâte à papier, qui disait assurer un peu une sécurité culturelle pour les nations qui étaient sur le territoire qui exploitaient. J'ai demandé comment est-ce que vous contribuez à la sauvegarde ou à la transmission de la culture. Puis il n'y avait pas eu de réponse finalement donnée. Donc je pense que ça commence à faire partie des discours, mais dans la mise en œuvre, ce que je sais, c'est qu'autour du Plan Nord, il y a eu des programmes auxquels les communautés peuvent demander des subventions pour des projets qui soient culturels, donc que le développement industriel permette une plus-value par une transmission culturelle. Mais tout ça, ce n'est pas encore, je dirais, à ma connaissance, mis en œuvre, opérationnalisé à ce niveau-là. Et on commence à en entendre parler, du moins, ça fait partie des discours. On ne veut pas, les communautés disent souvent, on ne veut pas seulement recevoir un chèque, mais prendre part au développement et avoir des emplois, de la formation pour nos jeunes, et puis pouvoir justement avoir une survie pour notre culture au travers de tout ça, parce que la culture est tellement reliée au territoire. Et pour pratiquer sa culture et pour la transmettre, il faut avoir une relation avec le territoire. Donc, lorsqu'il y a une industrie qui porte atteinte au territoire ou à ses ressources, forcément, ça porte atteinte à la culture. Oui. C'est ça qu'il faut un peu imbriquer et adresser comme problème. Ça va? Nous avons une autre question ici. Merci pour votre temps. Allez-y, M. Vautier. Là. Merci beaucoup. Je m'excuse. Au plaisir. Ma question est pour Mme Arbour. Vous aviez parlé du fait que les institutions collégiales étaient la plus grande innovation au Québec il y a 50 ans. Comment, ce jour-là, permettre au cégep de continuer d'innover, d'être une plaque tournante en termes d'innovation? En fait, une des façons, les collèges se déploient de différentes manières. D'une part, nous, on est en lien, je dirais, assez étroit avec les milieux de stage. Alors, par les milieux de la pratique, qui sont les milieux de stage, nos enseignants sont constamment liés à des nouvelles problématiques, sont constamment confrontés ou en activité professionnelle directement avec les milieux. Ça, je pense que ça offre justement cette occasion d'ajuster des programmes. Alors, si par exemple on est dans un milieu professionnel et on voit les nouvelles problématiques émergentes, par exemple au travail social, peu importe le programme, alors ça permet un meilleur ancrage au moment des révisions de nos programmes. Je pense aussi d'actualisation des compétences de chez nos étudiants.
Alors, l'actualisation par les stages de la profession, c'est déjà, je dirais, un bon vecteur là, de façon à rester actuel. À ça s'ajoute la capacité de recherche du cégep. Moi, je suis encore surprise, après 25 ans, que je dois expliquer que je fais de la recherche au cégep. On devrait maintenant, d'emblée, reconnaître et savoir que nos cégeps, nos collèges sont dans l'enseignement supérieur et que les enseignants ou les professionnels sont actifs comme chercheurs principaux sur des projets de recherche qui leur sont propres. Quel type de recherche on fait dans les collèges? On fait de la recherche pédagogique. Donc, c'est un ordre d'enseignement particulier. Alors, on étudie nous-mêmes. Il y a très peu de chercheurs universitaires qui s'intéressent à l'ordre collégial au niveau de la pédagogie. Alors, nous-mêmes, on a développé nos capacités de recherche en lien avec cette dimension. À ça, on fait aussi de la recherche disciplinaire, alors qui sont directement liés dans les champs d'activité. Ou on va faire aussi de la recherche, je dirais, plus dans les CCTT, qui va être une recherche qui est, oui, disciplinaire, mais en lien avec la recherche appliquée dans les milieux. Donc, cette capacité de déploiement-là, elle permet d'avoir des liens, des maintiens, du partenariat. Elle travaille avec les milieux aussi. Donc, ça permet de mettre de l'avant, de ramener dans nos programmes de formation ou dans nos collèges, plus au niveau institutionnel, des pratiques, des façons de faire, une façon de réfléchir aussi qui se tourne différemment. Puis à ça, je dirais que où on essaie là, de revoir nos pratiques, puis je pense que, entre autres au Cégep de Jonquière, là, on veut mettre un accent plus particulier sur le développement de l'entrepreneuriat. Intrapreneuriat ou entrepreneuriat, sous toutes ses formes. Le collège est à revoir actuellement, à revisiter ses pratiques, autant au niveau de la formation chez nos étudiants, le soutien aux incubateurs, intra-incubateurs. On regarde un peu les modèles qui se développent au Québec et on pense qu'on pourrait être une partie prenante plus importante pour faire cette brèche, cet allumage-là important. Là. Alors, au niveau de la création, puis à ça s'ajoutent toutes les activités sportives et culturelles que le collège offre en termes de diversité. Je dirais que, par exemple, je peux partir du secteur Jonquière, là, mais au secteur Jonquière, de par les activités menées d'un point de vue sportif comme culturel, on anime le milieu de façon très particulièrement. Enlevez le cégep de Jonquière, et vous allez voir une décroissance des activités culturelles et sportives, c'est certain. Parce que le vecteur collégial là, en fait vraiment, je dirais, partie prenante. Je dirais que c'est un peu par l'ensemble de ces activités, de ces vecteurs-là, que le collège tente de demeurer bien ancré dans sa communauté, bien ancré dans son milieu, mais aussi tourné vers l'avenir, tourné vers la professionnalisation de ses étudiants, les amener aussi un peu plus loin, puis de penser autrement. Tout à l'heure, on parlait des milléniums. Là, ben nous, ils sont dans nos cours. Hein, ils sont directement dans nos institutions, ces milléniums-là. Puis oui, c'est vrai qu'ils sont très tournés sur leurs appareils. Mais par contre, leurs appareils sont connectés, leurs appareils sont en lien, leurs appareils sont projetés vers une diversité. Et c'est très surprenant de voir nos étudiants à quel point ils sont au courant des sujets qui les intéressent, là, mais qui sont au courant de ce qui se passe dans le monde. Je ne suis pas certaine que quand moi je suis rentrée comme prof au cégep, que mes étudiants que j'avais dans ma classe étaient aussi connectés sur le monde qu'ils le sont. Un effet induit de ce que vous mentionnez, c'est que juste un petit clin d'œil justement par rapport à... il y a certains projets sur lesquels on a travaillé qui ont été initiés par des étudiants qui provenaient du collège. Le collège s'est développé une notoriété du côté usinage, du côté 3D, avec les dernières techniques là, au niveau des logiciels à utiliser. Puis ce sont ces étudiants-là qui sont dans des grandes firmes à l'extérieur de la région qui nous contactent maintenant pour démarrer des projets, puis pour nous introduire dans ces entreprises-là. Donc, c'est un effet induit du travail de formation qui est fait, puis de la notoriété par rapport à certains secteurs là, techniques. On aurait une autre question? Bonjour, moi c'est Marianne, je viens de Montréal et je suis contente qu'on arrive à parler un peu des étudiants à la fin parce que, surtout pour la deuxième question qui était l'implication de l'université et un peu en lien avec ça, le cégep également, les associations étudiantes, j'en ai pas entendu parler et c'est pourtant un acteur qui est important dans les institutions d'études supérieures. Et j'aimerais savoir un peu, parce que ça peut être un acteur important, je pense entre autres au MAJ UQAC qu'on voit un peu sur les murs partout à l'UQAC et qui a une bonne réputation quand même dans le milieu associatif étudiant au Québec. C'est d'ailleurs le MAJ UQAC, des gens d'ici qui ont parti la nouvelle association
étudiante nationale il y a 2 ans, en fait. Donc, c'est tout récent qu'ils ont justement mobilisé une bonne partie des étudiants au Québec pour fonder cette association-là. Alors, il y a un pouvoir mobilisateur qui est très présent et je sais que c'est forcément des liens avec la communauté aussi. Donc, à quel point est-ce que vous pensez que les associations étudiantes ont un rôle à jouer au même titre que la gouvernance de l'UQAC, par exemple, aurait un rôle à jouer justement comme vecteur d'innovation dans votre milieu? En tout cas, pour ma part, je vous dirais que ce qui relie les 48 cégeps publics là, au Québec, c'est la Fédération des cégeps. La Fédération des cégeps, c'est en fait les collèges qui se sont dotés d'une unité qui les représente. Et cette unité-là, elle offre des commissions d'études. Alors, il y a des commissions d'études sur les directions générales, il y en a à plusieurs niveaux, aux affaires étudiantes, entre autres. Et l'association étudiante, il y en a 3 dans les collèges, les associations étudiantes, ont approché la Fédération des cégeps pour, dans les collèges, à la première année, première session, là, tous les étudiants vont passer un questionnaire. Il y en a un ici à l'UQAC, entre autres, là, mais on va passer un questionnaire qui permet, qui s'appelle en fait le questionnaire SPEC, où on fait un peu une tournée d'un portrait des étudiants pour pouvoir se doter d'un observatoire puis mettre en place là, les bons services dans nos collèges. Alors, l'association étudiante, les 3 associations, ont rencontré la Fédération des cégeps parce qu'eux se préoccupaient particulièrement de l'insécurité alimentaire des étudiants. Nous, comme groupe de recherche, on avait travaillé à la circonscrire, cette insécurité alimentaire. Puis je vous dirais que chez nos collégiens, c'est environ de 24 à 27 % de nos étudiants qui souffrent d'insécurité alimentaire. Et si je regarde la moyenne canadienne, là, ben c'est 17 %. Ce qui veut donc dire que c'est effectivement c'est non banal et c'est quelque chose sur lequel nos collèges pourraient avoir plus de pouvoir. Alors oui, les associations étudiantes, lorsqu'elles ont des besoins particuliers, elles sont écoutées, en tout cas au niveau des collèges, elles sont écoutées, elles ont une voix, une représentation, et c'est effectivement une courroie importante d'information. Cependant, ce que j'aimerais ajouter, peut-être qu'on pourrait faire un pas de plus dans les collèges pour que nos associations syndicales, professionnelles syndicales, accompagnent davantage dans nos étudiants dans cet apprentissage de la gouvernance. Je pense qu'il y aurait aussi un modèle de transfert qui pourrait être intéressant à explorer, parce que dans certains collèges, les associations, c'est plus difficile un petit peu d'y travailler. Là. Mais oui, c'est un bon vecteur important. Je ne saurais répondre à cette question-là, pour être honnête. Je ne connais pas assez, en fait, le travail des associations étudiantes ici. Mais seulement, je peux mentionner quand même leur réussite. On voit bien qu'ils travaillent et qu'il y a des retombées. Dans le pavillon autochtone qui vient de se construire, il y a une garderie qui a été placée. Puis ça, c'est une demande du maire UQAC depuis des années. Mais en termes ça, c'est pour l'innovation, une certaine forme d'innovation ou de développement ou de répondre à des besoins ici dans l'université. Par rapport à la boîte rouge-vif directement puis dans nos projets, oui, il y a bien des étudiants qui viennent faire des stages ou qu'on emploie carrément puis qui travaillent pour nous. Mais l'association étudiante directement, les liens avec notre organisme, je ne pourrais pas répondre directement. Moi, c'est hors de mon champ de compétences. Là. Je ne peux pas répondre à ça non plus. On a une autre question à l'arrière. Bonjour, excusez. Jean Martel, je suis le coordonnateur d'Innovation 02 dont Nadia a parlé tout à l'heure. Agronome depuis les 25 dernières années, donc dans le domaine scientifique aussi. J'aimerais savoir, vous entendre sur, au niveau régional et au niveau de l'UQAC aussi, quel est peut-être le plus grand frein à l'innovation? On a parlé de ce que ça prenait depuis tout à l'heure, la collaboration, la concertation. On est allé beaucoup dans le travail d'équipe. Mais qu'est-ce que vous apercevez dans chacun, peut-être, vos secteurs d'activité particuliers, puis peut-être que, comme l'innovation est à caractère humain tout le temps, donc c'est peut-être vrai soit en Colombie-Britannique ou ailleurs, mais quel est le plus grand frein? Puis, selon vous, quelle est l'opportunité à saisir dans ce frein-là pour aller plus loin? Ben moi, je dirais, comme je le perçois, c'est que l'innovation, forcément, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'existait pas ou des nouveaux chemins à défricher. Donc, même en termes de structure organisationnelle, ça peut créer des bibites un peu étranges qui ne rentrent pas nécessairement dans une case, qui pourraient rentrer dans plusieurs cases en même temps, mais pas tout à fait. Un pied dans une case, un autre pied dans l'autre.
Puis, forcément, mais le financement, c'est le nerf de la guerre aussi pour réaliser des projets, puis être capable de rassembler des gens, de mobiliser, puis de s'attarder à des questionnements pour atteindre l'innovation, finalement. Donc, l'accès au financement, quand on est quelque chose d'un peu incongru, ça peut amener des défis. Mais encore là, on applique notre créativité pour essayer de répondre à ça. Donc, c'est moteur d'innovation en même temps, d'une certaine manière. Fait que c'est à la fois un frein et un moteur. Mais c'est le fait que, voilà, on est peut-être non conforme ou ne représentant pas nécessairement la norme quand on essaie de défricher des nouveaux chemins. Moi, je dirais, pour ma part, je pense que le plus grand frein à l'innovation, c'est nos propres peurs de perdre quelque chose. Nos propres peurs de perdre le contrôle, nos propres peurs de ne plus être le leader dans le domaine spécifique dans lequel on est. Je pense que c'est ça le frein à l'innovation, finalement. C'est les craintes, la peur, l'inconnu. Je vais peut-être perdre le petit fief que je possède, là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, moi, j'abonde dans ce sens-là. Je pense depuis que la question est posée que j'essaie de réfléchir à ça. Puis dans notre secteur, il y a beaucoup d'organismes là, qui tournent autour de l'aluminium, puis chacun a un petit peu son petit fief aussi. Je pense que chacun est important, puis contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est qu'il y a beaucoup de collaboration quand même entre tous les organismes. Sauf que le point que les gens manquent, il y a 2 points selon moi, c'est qu'il nous manque un guichet unique. Pour les entrepreneurs, c'est difficile de s'adresser, de bien connaître toute la mécanique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Le deuxième point, c'est que il y a aussi peut-être là, un enjeu de pouvoir là-dedans. C'est qu'il y a certains... puis il faut que chacun se concentre sur ses forces, puis là où il est bon. Puis il y a l'aspect dont parlait notre collègue tout à l'heure, qui est l'aspect, ça prend quelqu'un aussi qui soit capable d'avoir la vision d'ensemble pour coordonner. Mais pas nécessairement un seul organisme, parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus actuellement. Quand il y a un seul organisme, ce qui arrive, c'est qu'on tombe dans une grande structure, puis souvent, c'est pas préférable non plus. Ce qui est important, c'est que chacun puisse aller dans ses forces, être bien reconnu dans ses forces, que ce soit bien défini, que les territoires de chacun soient clairs. Puis, il y a l'élément, comme je mentionnais tout à l'heure, là, ça prend un guichet unique, puis ça prend un élément de coordination globale pour être sûr qu'il n'y a pas de duplication inutile. Mais l'innovation, c'est difficile en soi. C'est que l'innovation, c'est, de par définition, c'est l'investigation de l'inconnu. Donc, souvent, on décolle avec des idées, avec des projets, des choses, puis on atterrit ailleurs. Puis, souvent, le ailleurs est mieux que là où on va aller au départ. Sauf que ce qui est important, c'est de se mettre en marche. C'est un petit peu comme quelqu'un qui va à la pêche, tu mets ta ligne à l'eau. Si tu ne mets pas ta ligne à l'eau, tu ne prendras jamais de poisson. Mais l'idée, c'est de mettre sa ligne à l'eau, puis on ne sait pas ce qui va arriver après. Puis après ça, c'est d'être capable de travailler le processus correctement pour faire arriver le meilleur de tout ça. Nous aurions une dernière question ici à l'arrière. Ginette Tremblay, Université Laval. Je voudrais savoir, on parle de freins, j'entends parler d'innovation. Est-ce que le fait que ça se passe en français, est-ce que le fait que la diffusion doit se faire en anglais, on est dans une région où c'est francophone, mais après ça, j'imagine que, je pense à Rio Tinto, par exemple, l'innovation se fait ici, mais après, ça doit se faire en anglais. C'est pareil pour les autres langues, pour l'espagnol. Est-ce que l'anglais, est-ce que le fait que ça se fasse en français, ça peut être un frein? Moi, personnellement, j'ai été confronté à ça longtemps. Je peux vous dire que 99 % de notre travail est en anglais, à part ce qu'on fait dans la région. Donc, c'est un prérequis de base. Mais pour certains entrepreneurs dans la région, c'est une problématique. Puis, moi, je pense que l'anglais, c'est rendu aujourd'hui incontournable, mais c'est beaucoup moins important comme frein que ça pouvait l'être il y a 15 ou 20 ans. Avec l'avenue d'Internet, avec les communications aujourd'hui, les plus jeunes sont beaucoup plus versatiles du côté anglais que ce qu'on pouvait connaître il y a 20 ans. C'est qu'on avait beaucoup d'entrepreneurs qui ne disaient pas un mot en anglais il y a 20 ans, puis c'était définitivement un frein. Mais nous, dans le rôle d'accompagnement qu'on a aussi avec les entrepreneurs, lorsque c'est une contrainte, on essaie de pallier à ça là, en les accompagnant. Mais définitivement que le monde économique, dans mon univers à moi, ça se passe en anglais. Lorsqu'on est dans d'autres pays, comme en Allemagne, en Espagne ou ailleurs, c'est toujours l'anglais qui ressort. On travaille beaucoup avec le Moyen-Orient. Mais pour la majorité des gens, l'anglais est leur langue seconde. Donc, c'est plus facile pour les gens qui ne sont pas des parfaits bilingues, qui sont francophones de base, pour lequel l'anglais est la langue seconde, lorsqu'ils transigent avec des gens au Moyen-Orient ou ailleurs, pour qui
il y a la même difficulté à partir d'une autre langue. Les communications s'établissent quand même assez bien. Puis lorsqu'on est dans un contexte d'affaires aussi, il y a un vocabulaire d'affaires qui est limité, puis qui est spécialisé, qui facilite les communications aussi. Ce qui est plus difficile, c'est les relations interpersonnelles. Là, c'est le langage plus général au niveau de l'autre langue. Moi, dans mon cas, ce serait peut-être plus une préoccupation qu'un frein. Avant même qu'on parle d'innovation, dans le cas de la boîte rouge vif, le fait qu'on travaille avec les communautés autochtones du Québec, en tout cas, il y a 65% des Autochtones au Québec qui vont parler anglais avant de parler français. Ça, il faut le savoir. Soit que l'anglais va être leur première ou leur deuxième langue s'ils parlent la langue autochtone comme première langue. Mais dans la langue occidentale qui a été apprise, le français ou l'anglais, dépendamment des communautés, mais il y en a même davantage qui parlent anglais. Donc, quand on travaille avec l'ensemble des nations autochtones au Québec, il faut travailler dans les deux langues. Surtout quand on rassemble tout le monde ensemble. Il faut avoir la traduction comme préoccupation constante. Donc, quand on arrive au résultat, c'est un réflexe, je dirais, qu'on a déjà de bien intégrer. Par exemple, le petit guide qu'on a écrit en français, parce que c'est la langue qu'on maîtrise, c'est la nôtre, a été traduit en anglais. Après, on est allé chercher justement de l'aide qu'on a eue, qu'on a trouvée finalement, pour rendre cette innovation-là accessible aussi aux communautés anglophones, en premier lieu à nos communautés partenaires, les communautés autochtones au Québec, mais là qui peut amener un rayonnement beaucoup plus large. Donc oui, c'est un défi, mais dans notre cas, en tout cas nous, c'est notre univers. C'est pas tant que ça un frein. C'est à prendre en considération. Moi, j'ai vécu une expérience particulière par rapport aux Français. Lorsque j'étais chez Alcap, qui a eu le regroupement avec Péchenet, on a eu à transiger avec des Français d'origine de France qui parlent un français différent du nôtre. Puis la différence qu'on avait dans notre terminologie ici avec celle des Français de source, il y avait beaucoup de différences. On avait à réajuster beaucoup de mots de vocabulaire. Je dirais pas autant que du français à l'anglais, mais quand même, c'était significatif. Sur plusieurs termes, souvent, qui les choquaient. Comme si on disait, par exemple, je vais te supporter dans tel dossier. Non, je ne veux pas être supporté, je veux être soutenu. Tu sais, toutes sortes de nuances comme ça. Mais c'était assez important quand même parce que ça touche la fierté, puis ça touche la signification des mots et pas la même lorsqu'on est français-français. Au niveau échange. Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Écoutez, je vous remercie d'avoir consacré 1h30 de votre temps avec nous. C'était très apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation. Merci. Et moi, j'ai un message à vous passer. On va poursuivre dans 15 minutes, si je ne me trompe pas. On se retrouve au centre social parce qu'on va décoller 2 visites de laboratoire. Donc, il va y avoir 2 groupes qui vont visiter simultanément 2 laboratoires différents, puis on va échanger par la suite. Moi, je vais prendre un groupe de personnes, puis il y a également Josée Tremblay, je ne sais pas si elle est dans la salle, elle est sur le bord là-bas, qui va prendre un autre groupe. Donc, dans 15 minutes, tout le monde au centre social, puis on est prêt à décoller sur les visites. Ah, le centre social, c'est juste à côté de la cafétéria, c'est le grand espace ouvert, là, tout simplement. Et pour poursuivre cette petite minute logistique avant que vous vous leviez, donc il y a la visite des laboratoires. Vous allez faire les 2, hein, vous avez bien compris. On divise le groupe. Oui. Ensuite, on revient ici à 19h30 à l'auditorium pour le visionnement du film Who Cares, qui est produit par Maramoao du Brésil. Et demain, José n'est pas là pour nous indiquer. Demain, nous avons une grande journée. Puis la thématique principale, ce sont les Autochtones. Hein, on se rend à Mastoyage. Si vous regardez dans le programme, c'est bien indiqué, départ à 7h30 demain matin. Donc, nous avons un bus qui va nous attendre. Et puis, on va avoir des boîtes à lunch pour le déjeuner. Donc, on va pouvoir manger notre déjeuner, notre petit déjeuner, à bord du bus. Et c'est environ 1 heure, 1h15 pour se rendre. Petite précision, les boîtes à lunch sont à aller chercher à la cafétéria. José. Et vous avez tous normalement un coupon déjà pour ça. C'est toi, José, qui les a? Mais explique-le pour l'autobus, ça va être où? 7h30, oui. Puis ça va être sur la porte ouest. Donc en fait, c'est de l'autre côté du bâtiment. Là, on a été plus de ce côté-là.